Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 285 de Change ma vie, le milieu de vie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Ça ne vous a sans doute pas échappé que lorsqu'une femme passe le cap des 50 ans, ce qu'on lui fait croire, c'est que le meilleur est derrière elle, qu'elle n'a plus grand-chose à apporter aux autres et au monde, notamment professionnellement. Bien sûr, les hommes vieillissent aussi, et les préjugés sur l'âge les touchent dans une certaine mesure, mais de façon bien moins marquée que les femmes. L'âge tend à apporter aux hommes une image de maturité, de sagesse, de crédibilité, de séduction même parfois, alors que pour les femmes, c'est plutôt le déclin, la péremption, l'invisibilisation. Une des conséquences les plus sournoises de ce délit de vieillesse, entre guillemets, c'est que beaucoup de femmes internalisent ces croyances. Elles arrêtent de rêver en grand pour elles, puisqu'on leur a dit que maintenant c'était terminé. Ce qui bien sûr ne fait que réaliser la prophétie. Si on cesse de se projeter dans de grandes choses, dans de nouvelles expériences, dans des projets qui nous correspondent et qui nous animent, alors on cesse de les poursuivre et on a donc peu de chances de les vivre. Je n'ai pas encore 50 ans, mais ce que je veux pour moi comme pour chaque femme, c'est qu'on se sente libre de vivre une vie extraordinaire sur le plan personnel, relationnel, professionnel, sans être aucunement freiné par l'âge ou par le discours ambiant. Parce qu'on ne le rappellera jamais assez, vieillir est un privilège et c'est à chacun et chacune de nous de faire changer ces représentations limitantes dans notre regard sur nous-mêmes et dans notre regard sur les personnes qui nous entourent. Et justement, j'ai le plaisir cette semaine de partager avec vous une conversation que j'ai eue avec Carole Mathieu-Castelli sur son podcast qui s'appelle le Libellula Midlife Podcast, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Carole Mathieu-Castelli est réalisatrice, photographe et consultante en décoration consciente. Et elle a lancé son podcast, le Libellula Midlife Podcast, pour créer des espaces de conversation autour du milieu de vie, cet âge entre deux, riche en doutes et en opportunités. Ce sont des conversations très belles et très vraies avec des invités, des hommes comme des femmes, qui partagent leur expérience de sujets comme le nid vide, l'amour, la sexualité, le burn-out, la reconversion professionnelle, les parents qui vieillissent, la quête de sens, les late bloomers, c'est-à-dire ceux qui éclosent tardivement, les crises et les promesses aussi de cet âge particulier. Dans la conversation que j'ai moi-même eue avec Carole, on a parlé notamment de comment créer des changements de vie en douceur, comment développer de la complicité avec soi-même, comment redevenir créateur ou créatrice de sa vie et comment utiliser ses émotions comme un GPS. J'ai eu un immense plaisir à parler avec Carole et je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Clotilde. Bonjour Carole. Le son de ta voix, j'ai l'impression qu'on se connaît puisque je fais partie de tes auditrices. Je suis très heureuse que tu sois là, que tu aies accepté cette invitation. Tu m'as fait du bien, comme à beaucoup de personnes, et j'avais envie justement d'échanger avec toi sur ce midlife, sur ce milieu de vie et sur cette période un peu particulière. Je te remercie beaucoup pour l'invitation, je suis très heureuse d'être là. C'est gentil. Alors pour commencer tout simplement, j'avais envie, bien sûr on va revenir sur ton parcours, mais j'ai vraiment envie de m'adresser aujourd'hui à la spécialiste, à la master coach, à la Clotilde qui a justement fait tout ce cheminement personnel et qui a la générosité de le partager. Donc, j'aurais aimé savoir ce que représente pour toi finalement cette période, cette notion du milieu de vie, du midlife. Alors, moi, je vois cette période du milieu de vie pas tant comme un âge en particulier. Je pense pas qu'on puisse dire c'est de tel âge à tel âge. C'est plutôt un moment charnière dans la vie d'une personne entre les premiers chapitres de vie et les suivants. Et plus spécifiquement, en fait, entre la partie de la vie qui a été beaucoup dans une forme de construction de
tout ce qui relève des ingrédients du succès tels qu'on nous les a transmis dans notre mode d'éducation. Donc voilà, toute cette construction et cette accumulation, donc que ce soit construction matérielle ou construction relationnelle, accumulation matérielle ou accumulation relationnelle, de responsabilité, etc. Et à un moment où finalement tout ça atteint une sorte de pic, et où, pour des raisons variées, il y a des choses qui disparaissent ou qui ne sont plus nécessaires. Et donc, on entre dans une autre phase où il faut trouver d'autres façons d'être, d'autres façons de vivre, d'autres façons de poursuivre nos projets, qui est moins dans une sorte de course à la construction, course contre le temps, contre la montre et d'accumulation. Et souvent, ce qui se passe à ce moment-là, c'est une recherche finalement de plus de sens, plus de justesse et plus d'alignement. Alors, il y a des gens qui ont ces questionnements-là bien plus tôt dans leur vie, ça peut être dans la vingtaine ou dans la trentaine, mais pour une variété de raisons sur lesquelles on va sans doute revenir, c'est souvent, alors pour les gens qui ont des enfants, c'est souvent au moment où leurs enfants commencent à gagner une certaine autonomie, mais même si on n'a pas d'enfants, il peut y avoir aussi un certain nombre d'objectifs de carrière ou de construction de sa vie professionnelle qui finalement on atteint une sorte de pic et puis on se pose la question de OK, maintenant que j'en suis arrivée là, où est-ce que je suis? Donc il y a cette idée, on m'a donné une fiche avec des cases à cocher, j'ai coché les cases et maintenant qu'est-ce que je fais? Mais c'est d'ailleurs assez déroutant parce que finalement, quand on a coché les cases, il faut se retourner vers quelque chose et se réinventer évidemment. Et effectivement, comme tu le disais très justement, c'est sur pas mal de sujets. J'aurais aimé savoir si toi, quand tu as créé Change ma vie, donc en 2017, si tu étais justement dans cette période où tu avais le sentiment d'avoir coché toutes les cases, puisque tu étais donc auteure culinaire, la créatrice du blog Chocolate and Zucchini, et depuis 15 ans, voilà, avec le succès qu'on lui connaît. Est-ce que tu as eu ce sentiment d'avoir coché toutes les cases et la création de ce podcast a été vraiment pour toi une page tournée ou une évolution? Alors, j'avais effectivement l'impression d'avoir coché toutes les cases, mais d'une façon qui est un petit peu différente de celle qu'on évoque là à l'instant, parce que en 2017, mes enfants étaient vraiment petits. En 2017, le grand avait 5 ans et le petit en avait 2. Et donc, j'avais coché les cases dans le sens où j'avais voulu 2 enfants et j'avais 2 enfants, donc j'avais coché les cases. Mais ces cases-là me prenaient à peu près tout l'espace restant. Et donc, en fait, mon questionnement à ce moment-là, mon questionnement personnel, était plus autour de comment est-ce qu'on fait quand on a une vie qui déborde de choses qu'on a voulu, qu'on a choisies et qu'on veut garder, mais où en fait tout ne tient pas, ou en tout cas tout ne tient pas avec le degré d'exigence ou de perfection auquel j'avais l'habitude de me tenir jusque-là. Donc en fait, c'était ça le point de rupture dans ma vie à ce moment-là. Et il se trouve que professionnellement, j'atteignais un peu la fin aussi la fin d'un chapitre professionnel, parce que j'avais travaillé autour de la cuisine et de l'écriture pendant, à cette époque-là, à peu près 14-15 ans, et que j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce métier-là et de la façon dont moi j'avais envie de le pratiquer. Donc il y avait une fin d'un cycle de cette façon-là. Là, aujourd'hui, comme mes enfants ont 7 et 10 ans, je n'estime pas, à titre personnel, être dans cette phase de milieu de vie, parce que justement, ils ont encore, même s'ils sont plus autonomes, ils ont encore beaucoup besoin de nous, et donc on est encore beaucoup dans une phase où la parentalité nous occupe beaucoup. Il me semble que, pour revenir sur cette définition du milieu de vie, il y a aussi une rupture de rythme qui, en fait, quand on est beaucoup dans la construction, et notamment si on a des enfants dans j'allais dire l'élevage, c'est pas comme ça qu'on dit, mais on est occupé à élever ses enfants. En fait, on est beaucoup dans un mode réactif. C'est-à-dire qu'en fait, on vit ses journées et ses semaines. En fait, il y a pas vraiment de choix. C'est-à-dire, c'est juste, en fait, il faut faire les choses les unes après les autres. On sait très bien ce qu'il y a à faire, et la liste des choses à faire étant infinie, en fait, on est toujours un peu en réaction à des choses à faire et des choses qui nous arrivent. Et en fait, il vient un moment où le monde vient moins à nous, les tâches, les responsabilités viennent moins à nous, et donc en fait, ça crée un espace dans lequel on peut être moins en réaction et plus en création, et cet espace peut être un peu vertigineux, justement, si ça fait des décennies qu'on est finalement porté par le rythme de notre vie au lieu d'être l'instigatrice du rythme de notre vie.
Pour rebondir, tu parles justement, on va parler bien sûr de manière un peu plus chronologique du parcours et de ce que tu proposes dans ton accompagnement. Mais juste pour rebondir, tu parles aussi de faire le tour avec les personnes qui viennent te voir de l'appartement de leur vie. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce concept? Parce que c'est un peu ce que tu dis, c'est une sorte de bilan que tu fais avec les personnes qui viennent te voir. Ce que nous, on pratique comme accompagnement, c'est ce qu'on appelle le coaching de vie. Et pour moi, le coaching de vie, par opposition à, alors évidemment, du coaching sportif ou même du coaching professionnel qui est très axé sur la sphère professionnelle, le coaching de vie permet vraiment de placer la personne, l'individu, au milieu de sa propre vie, sans cloisonner les différents domaines. En fait, ce qui m'a toujours frappé, c'est que souvent les offres d'accompagnement sont très, voilà, il peut y avoir de l'accompagnement autour de la vie sentimentale et la vie de couple, ou alors autour de la vie professionnelle, ou alors autour de la santé, l'alimentation, etc. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que bien sûr, on est la même personne, avec le même cerveau, avec les mêmes mécanismes émotionnels partout dans notre vie, et donc l'approche du coaching de vie et la nôtre tout particulièrement, c'est vraiment de se dire en fait, notre vie est comme un appartement avec des pièces qui communiquent, et en fait, on peut démarrer dans n'importe quelle pièce. Mais si on veut avoir un appartement dans lequel on se sent bien, il va falloir que tout ça soit harmonieux, que la lumière d'une pièce éclaire la lumière des autres, et qu'il y ait, comme on décorerait un appartement, par exemple, c'est-à-dire on va pas laisser 3 pièces dans un bazar innommable pendant qu'on gère le salon bien décoré, etc. Donc en fait, nous, l'idée, c'est vraiment d'accueillir les personnes qui viennent à nous en regardant d'abord la pièce de leur appartement de vie qui finalement les préoccupe le plus à un instant T, en sachant que ce qu'elles vont apprendre à faire dans ce domaine-là de leur vie, ce qu'elles vont, leurs compétences de résolution de problèmes, de compréhension d'elles-mêmes et leurs compétences pour aller de l'avant et créer les choses qu'elles ont envie de créer dans leur vie, ben ça, en fait, ce sont des compétences qui se transfèrent après partout ailleurs dans les autres domaines de leur vie. Et c'est d'ailleurs très beau à voir de quelle façon est-ce qu'on pense n'avancer que sur un domaine, mais en réalité, il y a un effet de rebond ou de halo, comme selon l'image qu'on veut employer, sur tous les autres domaines, parce que, encore une fois, on est une seule personne. Alors, parfois, on porte des masques ou des costumes un peu différents, mais pour moi, c'est vraiment important de parler à la personne et de la personne, et ensuite de regarder, voilà, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre ou les choses auxquelles elle aspire dans les différents domaines. Et j'aimerais juste revenir quand même sur cette année 2017, parce que j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois que tu as eu des changements de vie, il n'y a pas eu de rupture totale. Et c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois, c'est tout en douceur. Mais plutôt, je me sers de ma communauté, je me sers de mes ressources, je me sers de mes forces, et j'ai l'impression que ça glisse en fait. Oui, donc c'est vrai que les différents changements que j'ai apportés, alors essentiellement pour ma part autour de ma vie professionnelle, en tout cas ça s'est toujours fait un peu en biseau, c'est-à-dire avec un chapitre qui s'amenuisait progressivement pendant que l'autre activité ou l'autre chapitre démarrait et où j'augmentais le volume au fur et à mesure. Et ce que je peux déterminer a posteriori, c'est qu'en fait, je pense que ce qui permet de faire ça, et c'est justement ce que je préconise et ce pourquoi j'apporte des outils, c'est finalement de rester très en contact avec la façon dont on se sent et nos aspirations et les directions dans lesquelles on a envie d'aller. Parce qu'en fait, quand en 2016-2017, j'ai découvert les outils du coaching et j'ai commencé à me dire, voilà, ça m'intéresse, j'étais consciente que mon métier d'auteur culinaire, que c'était un petit peu, que j'avais une perte d'enthousiasme autour de ça, l'impression que ça s'essoufflait un petit peu, un certain nombre de questions que je me posais sur ma place dans cet univers, la façon dont le métier se transformait, etc. Et donc, en fait, on pourrait imaginer un scénario alternatif dans lequel finalement, ces interrogations-là auraient été trop inconfortables et où finalement je me serais un petit peu blindée, où je me serais cachée à moi-même une certaine forme d'insatisfaction parce que je n'avais pas encore de réponse à l'époque, et où il y a beaucoup de gens en fait qui se disent quand ils rencontrent une difficulté, que ce soit dans leur couple ou dans leur vie professionnelle, comme ils n'ont pas encore de réponse, l'inconfort de se poser des questions et de rester avec la question encore ouverte fait que, en fait, ils préfèrent se dire non, mais c'est pas grave, non, on peut pas remettre ça en question parce que ce serait trop vertigineux de remettre ça en question. Et c'est ça qui fait que, au bout d'un moment, quand on ne peut plus passer à côté de ces questions qui sont ouvertes depuis un moment, c'est là qu'on peut éventuellement se prendre un mur
Parce que, en fait, il y avait des voix intérieures qui disaient, mais est-ce que tu penses pas que, et tu trouves pas que quand même, etc. Et où on les a fait taire tellement longtemps que quand elles finissent enfin par avoir la parole, elles hurlent et on ne peut pas ne pas les entendre. Donc, à mon sens, c'est vraiment pour ça que j'ai à cœur de transmettre ces outils de connexion à soi-même, en fait, ces outils qui permettent simplement de savoir à tout moment comment on va. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? De quoi qu'est-ce qui commence à s'essouffler? Quelles sont nos nouvelles envies, etc. Parce que c'est ça, justement, qui permet de conduire des transitions. Parce que, à mon sens, on est tous amenés à avoir de multiples transitions dans notre vie. Ces transitions-là, idéalement, elles se font, comme tu le dis, avec une forme de douceur, si ce n'est de douceur, au moins de fluidité, sans qu'on soit obligé de tout plaquer du jour au lendemain. Parce que ça, pour le coup, pour la plupart d'entre nous, ça fait peur. Parfois, il y a un petit peu de casse relationnelle et en tout cas, émotionnellement, il y a un coup. Tout à fait. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu as souvent parlé de cette sieste, un dimanche après-midi, où tu as eu comme une révélation, où le projet de Change ma vie, finalement, est venu à toi. Et en même temps, tu parles aussi beaucoup dès tes premiers podcasts, en fait, dès tes premiers épisodes, de la loi de l'attraction. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une cause à effet entre justement la loi de l'attraction, entre tes envies du moment et le fait que tu reçoives de l'univers, comme tu le dis toi-même, cette révélation de ton nouveau projet? Alors, j'ai sur Change ma vie quelques épisodes que j'ai appelés la loi de l'attraction à ma sauce parce que en fait, j'explique moi ces concepts de la loi de l'attraction, je les trouve très utiles dans le raccourci qu'ils apportent, mais pour moi en fait, ils sont intéressants à la lumière du fonctionnement qu'on connaît de l'être humain en termes de biais cognitifs, d'ouverture, etc. Donc, je précise que moi, je parle pas de la loi de l'attraction sous un angle, je pense pas qu'il y ait de magie de l'univers. Je pense que l'individu qui aspire à quelque chose, qui se met en position de capter les signes, de susciter les rencontres, d'accueillir des opportunités. C'est ça finalement la loi de l'attraction. C'est si je clarifie avec moi-même ce à quoi j'aspire, ce qui me ferait envie, et que je suis dans un état émotionnel d'ouverture, sans trop d'attachement, sans trop de pression, il y a beaucoup plus de chances pour que ce à quoi j'aspire m'arrive, et surtout que je le reconnaisse le jour où il m'arrive. Donc c'est juste pour donner ça comme indication. Et je pense qu'en fait, cette sieste, au cours de laquelle j'ai eu ce que j'appelle ce télégramme de l'univers pour simplement la formule, il me semble qu'en fait, ce que ça reflète, en tout cas tel que je me le représente, c'est une forme de gestation, en fait. C'est une forme de gestation intérieure où ça faisait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que le format du podcast m'attirait, que j'avais eu l'idée de peut-être faire un podcast autour de la cuisine, puisque c'était ça plutôt mon domaine, mais en même temps, j'avais pas très envie de parler encore de cuisine parce que ça faisait 15 ans que j'en parlais. Donc le concept du podcast, et puis le coaching, et puis toutes les interrogations que j'avais par rapport à ma vie, où est-ce que j'en étais, etc. En fait, finalement, ce que je vois, c'est qu'il y avait une sorte de terreau fertile à l'intérieur de moi dans lequel je laissais, en fait, ces questions-là s'ouvrir, se déployer sans m'obliger à trouver des réponses, et qu'il y a eu un moment où en fait ces différentes choses-là ont pu finalement former une sorte d'alliance dans mon fort intérieur qui est arrivé à ma conscience dans cette phase de demi-sommeil. En fait, moi ça m'est souvent arrivé d'avoir, et d'ailleurs c'est documenté en termes de fréquence auquel tourne le cerveau. Il y a une phase dans le demi-sommeil qui est particulièrement propice à la créativité et où en fait on peut avoir des inspirations, des illuminations, ou trouver des solutions à des problèmes qui ne nous étaient pas accessibles quand on était dans un mode de pensée. Alors soit le sommeil complet, soit complètement éveillé. Du coup, quand tu as mis en place après le podcast, est-ce que tu peux nous raconter finalement comment ça a évolué et à quel moment tu es passé d'un métier où tu avais tous ces outils à réellement cette envie d'aller à la rencontre de l'autre avec une équipe, l'entrepreneuriat. Enfin, finalement, c'est carrément un autre métier qui s'est dessiné à toi
assez rapidement, en quelques années. C'est ça. Alors, je pense que ce qu'il faut préciser, et ça c'est vraiment un message que je veux porter, c'est que la plupart du temps, quand on se réinvente, en fait, on ne repart pas à zéro. C'est-à-dire que moi, ce métier de coach et ce métier de chef d'entreprise autour du coaching, en réalité, était en gestation et en préparation des années avant. C'est-à-dire que moi, dans mes relations d'amitié, dans ma relation avec ma sœur, etc., en réalité, j'ai toujours eu une forme de posture de coach. Alors, j'étais pas coach parce que je n'avais pas les outils et je ne formalisais pas ça, mais la partie de la posture de coach qui consiste à se dire, en fait, je suis dans une écoute ouverte, bienveillante, mais je ne suppose pas que je sais ce qui est bon, c'est-à-dire une sorte d'humilité aussi, de se dire, moi, de l'extérieur, je vois des choses, mais je ne veux pas plaquer mes solutions ou mes idées toutes faites sur toi. Ce que je veux vraiment pour toi, c'est t'aider à trouver tes propres solutions. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'était ma façon d'être une amie, une sœur, et aussi une certaine forme de mentorat non officiel avec des personnes que je pouvais rencontrer dans ma vie professionnelle. Donc déjà, ça, c'était pas nouveau pour moi. Et la partie aller à la rencontre de personnes et proposer des choses, c'était ce que je faisais aussi autour de la cuisine. C'est-à-dire, c'était des recettes de cuisine au lieu d'être des recettes de vie. Mais finalement, moi, c'est toujours ça qui m'a beaucoup intéressée. C'est à travers la cuisine, raconter les histoires des gens, comprendre, aller à la rencontre des gens à travers ce qu'ils mangent, à travers ce qu'ils aiment manger, à travers la façon dont ils cuisinent, la façon dont ils partagent la nourriture. On était déjà dans quelque chose de très humain, en fait. Et il y a aussi la casquette d'ingénieur qui est, une recette de cuisine, c'est de la programmation. Et donc, je suis quelqu'un de très structuré. Et donc, pour structurer une entreprise, c'est très favorable aussi. Et c'est simplement, en fait, que ce projet-là, j'ai eu très envie. Je pense que j'étais prête aussi en termes de maturité personnelle. J'ai eu très envie de lui donner une envergure à travers une équipe qui maintenant m'aide à poursuivre la mission de Change ma vie, qui irait au-delà de ce que moi je pouvais faire seule. Parce que je vois vraiment que le besoin, il est énorme en termes de prise en main, d'outils pour se comprendre et beaucoup autour de la gestion des émotions. Et en fait, on le voit, tu as fait un épisode récent avec une personne formidable et qui a fait un burn-out. Et en fait, on se dit... il y a une sorte d'épidémie d'épuisement d'une façon générale et de burn-out en particulier. Et il y a une composante à chaque fois de coupure de ces émotions. C'est-à-dire qu'en fait, notre corps nous envoie des signaux à travers nos émotions au quotidien, et si on en est coupé pour des raisons variées, eh bien en fait c'est tout un tas de petits signaux qu'on ne capte pas et où, encore une fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, le jour où la sirène d'alarme retentit, eh ben en fait on ne peut pas faire autrement que de l'écouter, mais souvent c'est très tard. Et si on avait pu prendre en compte les signaux avant, bah peut-être qu'on aurait pu modifier un petit peu sa façon de faire, sa façon de vivre avant d'être vraiment au lit, en arrêt de travail pendant des semaines, ce qui est encore une fois assez coûteux pour la personne dans son parcours de vie. Alors tu parles justement de la mission de Change ma vie. Est-ce que tu peux nous parler de cette mission et de comment les gens arrivent vers vous? C'est-à-dire, est-ce que c'est des gens qui sont dans une évolution constante ou est-ce que tu as beaucoup aussi de personnes qui sont sur ce point de rupture, qui sortent d'un burn-out, qui sont perdues? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu à la fois de la mission et à la fois de qui vient vous voir? Oui, donc la mission de Change ma vie, c'est de mettre fin à ce que je perçois comme le gâchis des vies vécues à moitié. Donc, ce que je veux dire par là, c'est en fait, une grande majorité de gens vivent une vie qui est finalement une vie un peu par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, on prend ce qu'on nous a dit dans notre éducation, on prend ce qu'on entend à droite à gauche. On respire l'air de notre culture sociétale, notre conditionnement, etc. On a beaucoup de croyances limitantes, d'idées sur ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est possible, ce qui est pas possible. On a souvent un regard sur soi qui est plus limité que ce dont on est réellement capable. Et donc, en fait, c'est finalement, on conduit notre quotidien et nos décisions de vie à travers un filtre de vision de soi et de ce qui est possible qui est très limité.
On s'aperçoit aussi qu'il y a énormément de gens qui vivent leur quotidien en se sentant empêtrés dans des petites rancœurs, des petits ressentiments, des petites incompréhensions. Finalement, c'est ce que j'appelle les cailloux dans la chaussure, c'est-à-dire ce sont des petites choses, des petites frustrations, des petites incompréhensions, des petits moments où on sent qu'on n'est pas complètement là où on voudrait être, de la façon dont on voudrait l'être. Et en réalité, les outils de coaching qu'on propose permettent réellement de s'affranchir de ces cailloux qui sont dans la chaussure et donc de transformer d'abord le quotidien, c'est-à-dire de finalement avoir son espace mental et son espace émotionnel et son énergie tout court, au lieu que tout ça soit happé par des préoccupations dont on sait bien qu'elles sont pas très importantes ni très intéressantes, mais on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et une fois que tout ça est déblayé, on a beaucoup plus de place pour se poser des questions inspirantes, de vraies questions, et pour finalement voir se dérouler devant nous les semaines, les mois et les années qui viennent, en se disant, bah voilà, mon avenir, c'est un terrain vierge à construire, quel que soit mon passé d'ailleurs. Personne ne peut me prendre cet avenir que je peux imaginer pour moi-même, et se sentir vraiment le moins limité possible dans ce qu'on a envie d'imaginer pour soi-même. Parce que, évidemment, ça paraît être une évidence, mais c'est bien de le rappeler, c'est qu'on ne va pas pouvoir créer pour le reste de notre vie des choses qu'on n'aura même pas imaginées. Donc, en fait, nous, ce qu'on propose vraiment, c'est d'ouvrir en grand notre capacité à rêver, à aspirer, à avoir envie de choses. Et ensuite, on regarde concrètement qu'est-ce qui est possible à un horizon d'une semaine, un an. Cette première étape qui consiste à rêver en grand, pour la plupart d'entre nous, ça s'apprend. Et donc, c'est ça, cette idée des vies vécues à moitié, c'est des vies vécues empêtrées dans des petites contrariétés du quotidien, et où finalement, on imagine pour soi une trajectoire de vie qui n'est pas du tout aussi flamboyante, aussi vivante, aussi nous qu'elle pourrait l'être. Et du coup, les personnes qui viennent te voir, elles sont dans quel état, j'ai envie de dire? Alors, la précision que je veux apporter, c'est que le coaching de vie ne relève pas de la thérapie. Ce n'est pas une profession de santé. Donc, typiquement, on a régulièrement des personnes qui nous disent: je pense être en burn-out, je crains de m'approcher du burn-out. Et donc, nous, ces personnes-là, on les oriente avec le plus de clarté et de douceur possible vers des professionnels de santé mentale qui sauront recueillir cette souffrance et mettre en place des actions qui sont adaptées. Nous, pour le sujet du burn-out en particulier, nos compétences, elles interviennent en amont, c'est-à-dire en prévention, et aussi en aval, une fois que la personne se sent sortie de l'épisode le plus aigu. Et donc, généralement, on recommande à la personne de voir avec la personne qui l'a suivie pendant son burn-out, est-ce que c'est un bon moment pour démarrer une démarche qui serait plus de la reconstruction et remettre en place de nouvelles bases pour recommencer à rêver la suite. Donc déjà, ça, c'est la première chose, c'est les personnes qui sont vraiment dans une situation de souffrance psychique ou quelque chose qui serait vraiment aigu. Un accompagnement en présentiel et en individuel sera beaucoup plus adapté, puisque nous, notre programme, il est entièrement en ligne et c'est un accompagnement de groupe. Donc ça nous permet de faire beaucoup de choses, mais c'est pas du tout la même chose que d'aller voir un psy chaque semaine le mercredi après-midi. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on a finalement deux typologies de personnes qui viennent nous voir. Il y a les personnes qui, comme on l'évoquait tout à l'heure, ont coché toutes les cases et se rendre compte qu'il leur manque un truc, c'est-à-dire que c'est souvent des profils de personnes qui finalement attendent beaucoup d'elles-mêmes, et donc ça les a portées assez loin, mais où elles s'aperçoivent que la façon qu'elles ont de poursuivre leurs objectifs n'est pas épanouissante du tout, parce que c'est beaucoup sous la pression qu'elles se donnent à elles-mêmes, et qu'en réalité, il n'y a jamais un moment où elles peuvent juste se reposer, se féliciter et profiter. Donc ça, c'est une famille de problématiques sur lesquelles on intervient. Et l'autre, ce sont des personnes qui arrivent finalement à un moment d'essoufflement où elles se disent, en fait, je n'arrive plus à savoir qu'est-ce que je veux, parce que, en fait, je m'aperçois que ce que j'ai poursuivi jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on m'avait dit que c'était ça qu'il fallait faire, mais j'ai du mal à savoir
qui je suis vraiment, à quoi j'aspire vraiment, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Et donc là, nous, on leur apporte justement cette phase d'exploration qui consiste à se dire, ok, comment est-ce que tu retrouves finalement le plaisir d'être toi et le plaisir finalement d'aller à ta propre rencontre. Ce qui, pour la plupart d'entre nous, je me souviens d'un échange de coaching en particulier d'une personne que j'accompagnais et qui me disait, mais en fait, je sais pas ce que j'aime. Et donc, je lui suggérais, en fait, ça peut être une date avec toi-même, c'est-à-dire une fois par semaine, il y a un rendez-vous que tu te fixes avec toi-même et tu te dis, Bichette, qu'est-ce que tu as envie que, juste avant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce qu'on va au ciné? Est-ce qu'on va se balader? Est-ce qu'on reste dans le canapé? Et en fait, ça l'avait beaucoup émue d'entendre ça parce que finalement, c'était quelque chose qu'elle était tout à fait capable de faire avec d'autres personnes. C'était une attention, une écoute c'était une professionnelle du soin et d'être au petit soin des autres. Mais en fait, ça, pour elle n'y avait jamais pensé en fait. Et donc ça, moi, je trouve ça magnifique parce que la relation la plus importante de notre vie, c'est vraiment la relation qu'on a avec soi. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose à titre personnel qui est vraiment un socle. Alors j'ai mes casseroles aussi, mais je me sens en grande complicité avec moi-même et notamment ça joue aussi beaucoup autour du rire, de l'amusement, de l'humour. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses en fait que j'aime faire juste avec moi. Je m'amuse bien toute seule et je trouve que ça c'est quelque chose soit on l'a, soit on l'a pas, mais si on l'a pas, ça se construit. Très bien. Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse finalement dans cette aventure de Change ma vie? Alors, le plus heureuse, je ne sais pas si ça va être facile parce qu'il y a quand même toute une liste de choses. Enfin, moi, c'est vraiment cette activité que je pratique aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois dans mon rôle de chef d'entreprise et dans mon rôle de coach. C'est vraiment, pour moi, c'est un aboutissement j'adore ce que je fais. Vraiment, je pourrais pas être plus passionnée par ce que je fais. Et en fait, pour moi, il y a vraiment les deux choses qui me plaisent le plus ex aequo. La première chose, c'est vraiment la construction de mon équipe. Parce que alors j'allais dire j'ai la chance, mais je vais m'accorder un petit peu de crédit. C'est-à-dire, je me suis vraiment entourée d'une équipe alors il se trouve que ce sont à ce jour toutes des femmes. Des personnes qui ont vraiment une implication, une adhésion à la mission, un talent, qui sont vraiment c'est vraiment un plaisir de travailler avec elles. On a construit ensemble une culture d'entreprise et une façon de travailler ensemble. Ça n'a pas été évident de le construire et de le co-construire, mais ça prend forme d'une façon qui est vraiment exaltante pour moi et j'adore en fait. J'adore le fait de conduire cette équipe. Et l'autre élément, c'est bien sûr de voir les personnes qu'on accompagne dans notre programme. Il y a une chose qu'on leur transmet qui est très importante, c'est de partager leur victoire, parce que justement, on a tendance à les passer sous silence, à se dire non, ça va être trop arrogant, ou c'est pas grand chose, ou c'est pas encore vraiment, je suis pas sur la ligne d'arrivée encore. Donc on les encourage beaucoup. Et en fait, quand on voit les avancées dont elles font l'expérience et qu'elles partagent avec nous, c'est vraiment, me sentir finalement initiatrice d'un mouvement dans le sillage duquel on emmène tellement de gens qui ensuite transforment leur vie et où en plus je sais que derrière ça transforme la vie de leur entourage, alors des personnes avec qui elles travaillent, des personnes avec qui elles interagissent, des enfants si elles en ont, etc. En fait, moi, ma raison de vivre, c'est vraiment, je veux que sur mon lit de mort, je veux pouvoir me dire le fait que j'ai vécu a eu un solde net positif. C'est-à-dire, je veux me dire, je veux qu'il y ait des gens qui se disent, si Clotilde n'avait pas existé, ma vie en serait un petit peu moins riche, un petit peu moins belle, un petit peu moins colorée. Et donc, vraiment, pour moi, ça, ce qu'on fait tous les jours et avec toute mon équipe, ça va complètement dans ce sens. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'est apparu il y a un petit moment. C'est en fait, je pense vraiment que je pourrais mourir aujourd'hui et me dire, ma coupe est pleine. J'ai vraiment eu, la vie m'a servi plus que, j'ai eu largement plus que ma part et j'estime déjà avoir été hyper chanceuse. Alors, je préférerais voir mes enfants grandir, mais vraiment en termes de gratitude de ce que j'ai eu l'opportunité de faire et de vivre et de créer dans le monde. Puis c'est ce qu'on appelle vraiment une réalisation personnelle. Oui, être allé vraiment au bout
de qui tu étais vraiment. Après, c'est vraiment formidable, si jeune, d'avoir ce sentiment-là. Mais finalement, moi, de l'extérieur, je suis impatiente de te voir grandir encore. Puisque ce que je trouve super beau, c'est que tu partages. Là, je sais que tu t'occupes énormément de maman débordée. Tu es toi-même maman débordée. C'est vrai que finalement, assez vite, tu vas rencontrer toi-même dans ta vie, mais armé de tes outils, vraiment, tu vas rencontrer d'autres problématiques. Et je suis impatiente que tu aies des adolescents, que tu nous partages comment tu as réinventé cette période du nid vide. Tu vois, et je trouve que ce qui est très beau, et je sais que tu avais déjà ta communauté sur ton blog qui est venue assez naturellement et qui t'a suivi dans l'aventure de Change ma vie. Je trouve, moi, ce qui est vraiment très beau dans ton histoire, c'est ça, en fait. Finalement, tu pourrais faire plein d'autres choses, mais c'est ce lien que tu as créé avec ta communauté, parce que bon, déjà, voilà, tu es très simple et tu partages vraiment avec beaucoup de générosité et sans jamais essayer d'apporter le truc jamais à toi, mais vraiment c'est l'autre. On sent vraiment que c'est l'autre. Et je trouve que c'est très beau ce que tu dis et en même temps, on se dit, waouh, comment elle va avancer encore et comment elle nous partagera un petit peu ses aventures, en fait, en quelque sorte. Je te remercie beaucoup, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Ce sur quoi je voulais simplement revenir, c'est que dans les tout débuts de mon activité de coach, j'avais un programme qui était spécifiquement pour les femmes qui travaillent et qui ont des enfants. Le programme qu'on propose aujourd'hui n'est pas limité en termes d'âge, de situation professionnelle, familiale, ni même de genre d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que justement, la méthodologie qu'on a développée, elle s'adresse à tous les âges de la vie, et donc on accompagne des personnes qui ont qui sont bien avant de se poser la question d'avoir ou non des enfants. D'ailleurs, on en accompagne un certain nombre sur justement la question est-ce que ma vie peut avoir un sens sans enfant? Et donc la réponse est oui. Et des personnes qui justement sont dans cette phase de milieu de vie ou dans la conduite de la suite. Donc effectivement, à titre personnel, je me sens assez armée pour justement aborder ces prochaines phases. Je veux préciser que je n'estime pas que mon travail est terminé. C'est simplement en termes de gratitude par rapport, voilà, c'est ça. Mais parce que en fait, il y a une sorte de tagline de ce qu'on se propose de faire. Pour moi, une vie extraordinaire, c'est une vie dans laquelle on peut se réveiller le matin en se disant j'adore ma vie. Et je sais que le meilleur reste à venir. Et ça, c'est vraiment, c'est ces deux piliers-là. C'est la capacité à être aussi bien qu'on peut dans sa vie, c'est-à-dire être vraiment dans l'appréciation de ce qu'on a fait jusqu'ici, de ce qu'on est aujourd'hui, et d'être dans la création et la projection sur la suite des chapitres. Et je t'avoue que moi j'ai 43 ans aujourd'hui. Et donc je vois venir cette fin de quarantaine, puis la cinquantaine, puis la suite, qui malheureusement n'est pas exactement la même proposition pour les femmes et pour les hommes. Et donc c'est marrant, j'avais une conversation à ce sujet avec mon mari vendredi soir. C'est qu'en fait, justement, je me dis, je veux être particulièrement attentive à ma façon de les vivre, parce que bien sûr, j'ai intégré exactement le même conditionnement que tout le monde sur les rides, les cheveux qui blanchissent, la ménopause, la cinquantaine, la soixantaine, etc. Et donc, en fait, je me sens investie de la mission de les vivre les yeux grands ouverts et d'utiliser mes propres outils pour pouvoir justement en rendre compte, enfin, pas que j'ai de compte à rendre, mais voilà, pouvoir aller plus loin dans des réponses que je pourrais proposer autour de ces problématiques. Bien sûr. Alors là, tu viens de dire aussi quelque chose d'extrêmement essentiel, je trouve, qui est une question quelque part de vitalité, c'est quand tu dis que le meilleur reste à venir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces périodes de milieu de vie ou plus, peu importe, mais où on sent que justement, même professionnellement, on se sent peut-être mis de plus en plus à l'écart. D'un point de vue, par exemple, souvent ça arrive aussi quand on a des ados, même d'un point de vue technique, même si on est ultra au courant de ce qui se fait, on sent qu'on commence progressivement à être largué avec les nouvelles technologies. Et en plus, chaque jour, en plus, toi qui est au fond encore peut-être ingénieur en informatique, tu connais particulièrement ça, de ce côté de chaque jour finalement il y a des nouveautés, donc c'est très difficile finalement de se rattraper à toutes ces choses et à l'évolution. Et je trouve que ce que tu dis quand tu dis le meilleur reste à venir, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel dans cette phase de la vie.
Je suis entièrement d'accord et je pense que cette phase, elle se vit plus ou moins bien selon qu'on garde justement cet espace pour développer ce que nous on appelle dans notre méthodologie la vision, c'est-à-dire c'est vraiment la première phase, ça consiste à comme j'évoquais tout à l'heure rêver en grand, c'est-à-dire avoir la capacité à se projeter dans quelque chose auquel on aspire, qui nous fait envie et en direction duquel on va pouvoir aller. Parce que une des briques essentielles de l'épanouissement de l'être humain, c'est de se sentir en croissance. En fait, on est comme tout dans la nature, c'est-à-dire que on est un être vivant et un être vivant, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut grandir, il veut aller vers la lumière, il veut. Donc, bien sûr, on a un certain nombre de mécanismes de vieillissement physique, mais l'idée, c'est de se dire ce qui va pouvoir prendre le relais et nous garder parce que ça fait longtemps qu'on ne grandit plus quand on atteint la quarantaine, donc le corps ne grandit plus, mais par contre notre esprit, nos qualités, notre caractère continue à grandir. Et il me semble que c'est vraiment ça qui peut prendre le relais, au lieu de se dire, bah voilà, j'arrive à 50, 60, 70 ans et j'ai l'impression que maintenant ça va être, comment on dit en anglais, downhill from here, c'est-à-dire à partir de maintenant c'est la dégringolade et ça va être de pire en pire chaque année, ce qui est vraiment le truc le plus déprimant de la planète. L'idée, c'est vraiment de se dire vers quoi est-ce que je vais. Donc est-ce que c'est un apprentissage, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est un voyage. Donc on peut imaginer plein de choses selon ses aspirations personnelles, mais on a vraiment fondamentalement besoin d'être à la poursuite de quelque chose avec le bon carburant émotionnel, d'être en mouvement vers. Et à partir du moment où on n'a plus le vers, c'est à ce moment-là qu'on dépérit et qu'on se sent finalement, oui, c'est ça qui a vraiment cette sensation de vide et de surplace. Parce que de fait, on a oublié qu'il fallait continuer à ajouter des choses. Et c'est finalement ce qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans cette phase de vie où finalement le monde vient à nous, c'est-à-dire qu'on sait bien, par exemple, quand on élève des enfants, on sait bien dans quelle direction on va. On va en direction de la prochaine rentrée scolaire, de la prochaine colonie de vacances, du prochain cartable, etc. Et donc, en fait, la vie se charge de nous dire dans quelle direction aller. Et il y a juste ce moment-là où, en fait, on va redevenir créatrice ou créateur de cette destination. Et ça peut être un petit peu vertigineux, mais en même temps, quelle liberté. Moi, je le vis un petit peu. Alors bon, parce que je me suis mise dans le décor dont je rêvais en quelque sorte. Je vis au bord de la mer, j'ai un bon climat, je suis dans la nature. Enfin, c'est vraiment super. Mais j'ai des enfants, donc j'ai un fils de 11 ans et une fille de 14 ans. Et c'est vraiment depuis quelques mois, surtout avec ma fille de 14 ans, où enfin des choses que j'avais mis de côté depuis des années. Alors oui, il y a cette peur un petit peu, comme tu dis, que c'est un petit peu vertigineux. Et en même temps, je me retrouve face à moi-même en me disant, tu n'as plus de frein, tu n'as plus aucune raison de ne pas le faire. Et ça, une fois que tu as passé le vertige et que tu te retrouves même devant une palette de projets où pour une fois tu as le temps d'aller même de t'aventurer, je trouve ça fantastique. Mais je trouve que c'est bien d'être accompagné. C'est peut-être là aussi, même quand tout va bien, que ton programme est intéressant parce que voilà, on a juste besoin d'être un peu guidé. Et c'est très différent, comme tu disais très, très justement, d'une thérapie où on est sur le passé. Et alors que le coaching, vous faites vraiment du présent, de l'ingrédient, de ce qu'il y a dans le frigo, de ce qu'il y a dans les placards. Vous êtes vraiment en train de faire la bonne recette, quoi. C'est ça. Et je pense que ce qui se passe, qui est vraiment intéressant dans cette phase de milieu de vie, c'est que au moment où ces différentes urgences finalement s'amenuisent ou disparaissent, en fait ça révèle ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas en dessous. Et donc là, ce que toi tu évoques, c'est que tu avais tout un tas d'envies et de projets que simplement que tu as choisi de mettre en pause pendant les années où tes enfants nécessitaient, peut-être ta vie professionnelle nécessitait beaucoup d'attention, mais une fois que ces choses-là en prennent moins, en fait, ce qui reste en dessous, ce sont ces envies et ces projets. Mais ce que ça révèle pour d'autres personnes, et il faut surtout pas s'en servir pour se juger, c'est que peut-être que on a cessé d'alimenter la pompe à envie et à projet. Et donc c'est ça qui peut être qui peut donner cette impression de vide. C'est ok, en fait, une fois qu'il y a plus ces choses, j'ai l'impression qu'il y a rien. Et donc c'est pas grave, il va juste falloir se dire c'est comme une toile blanche, il va falloir redécouvrir quelles sont les couleurs qu'on aime, quelles sont les textures, quelle est la qualité de peinture, et puis il va falloir aussi passer par une phase où on va s'autoriser à expérimenter, c'est-à-dire
essayer une activité, essayer, je sais pas, une pratique ou un domaine dont on se dit ah tiens ça pourrait m'intéresser, puis peut-être finalement c'est pas ça. Mais je pense qu'il y a finalement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure autour de la rencontre avec soi-même, qui peut finalement avoir été mise de côté pendant quelques années, voire quelques décennies. Et il y a beaucoup de gens qui disent bah j'ai vraiment découvert qui j'étais à 55, à 60 ans. Tout à fait. Comme tu dis, une fois qu'on est libéré de nos obligations, qui ne sont pas des obligations non plus, parce que ça, c'est un mot qui est un peu moche, mais c'est un plaisir d'être disponible pour ses enfants et de les emmener chez l'orthophoniste et au sport et de patienter sur un parking. Et, enfin, tout ça, ça fait partie aussi de la vie. Et c'est aussi des choix. Mais c'est vrai que d'un coup, on peut vraiment penser à autre chose. Je voulais revenir sur le programme. Dans cet accompagnement, là, vous créez depuis peu vraiment une boîte à outils que je trouve incroyable. C'est celle très courte sur laquelle on peut se servir vraiment sur des problématiques précises, comme celle que j'ai écoutée hier soir, les doutes. Je trouve ça incroyable. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Est-ce que finalement, il va y avoir une application où, en fonction de nos émotions, on va pouvoir vous consulter à tout moment, pour vous rapprocher encore plus des émotions en fait de vos auditeurs et des personnes qui vous suivent? Oui, alors le programme, il est vraiment conçu pour rencontrer la personne qui nous rejoint là où elle en est, c'est-à-dire là où elle est, là où elle en est, et l'aider finalement à inventer la suite au plus proche de ce qui est juste pour elle. Donc ça, c'est hyper important pour nous. L'idée, encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment, on n'a pas des recettes toutes faites. On vous dit pas, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas du tout ça notre mission. Notre mission, c'est d'aider la personne à se révéler à elle-même. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, ce vers quoi elle veut aller, ce vers quoi elle ne veut plus aller, etc. Donc c'est vraiment, en fait, nous, c'est un programme de coaching qui consiste à transmettre des compétences. En fait, c'est des compétences dont j'aimerais qu'elles soient enseignées à l'école. C'est des compétences de connaissance de soi-même, c'est des compétences de résolution de problèmes et c'est beaucoup de compétences émotionnelles parce que, en fait, nos émotions, c'est un GPS et que si on a un GPS dans son véhicule et qu'à chaque fois que le GPS nous dit un truc, on le jette dans la boîte à gants, et ben en fait, on a peu de chances d'arriver à destination. Et donc, en fait, cette capacité à savoir comment on se sent, à savoir décoder ses émotions, à savoir quoi en faire et à savoir ensuite se remettre sur la bonne route pour aller là où on veut aller. Ça, c'est absolument fondamental et donc c'est de ça qu'on équipe les personnes qu'on accompagne. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que dans le premier mois au sein du programme, on a un parcours qui s'appelle le secret du succès, qui permet d'une façon très condensée sur le premier mois de leur mettre en main. Et donc, on a vraiment construit ça en pas à pas pour justement faire ce premier transfert de compétences pour mettre en place des pratiques très simples. Donc, ça demande pas beaucoup de temps et ça demande pas une compréhension très compliquée. Mais les pratiques très simples qui commencent déjà à faire cette première étape de désencombrement, c'est-à-dire de juste faire retomber le foisonnement de nos pensées et de nos émotions et pouvoir, au bout d'un mois déjà, se sentir à nouveau, voilà, avoir l'impression comme s'il y avait eu un brouillard, comme si on avait vécu dans le brouillard et que d'un coup, le brouillard s'était levé et que, voilà, on commençait à voir se dessiner, voilà, quel est notre environnement, quel est le paysage, quelle température il fait, comment je me sens, pour pouvoir inventer ensuite la suite, définir, commencer à développer sa vision et se mettre en mouvement. Est-ce que ce serait de la science-fiction d'imaginer, et en plus toi tu viens, tes premières expériences étaient dans la Silicon Valley, est-ce qu'on pourrait imaginer justement par exemple une montre connectée qui prendrait notre pouls et à tout moment finalement, parce que on peut identifier l'émotion de la colère, du trac, de la peur, à ce moment-là, Clotilde pourrait intervenir et nous dire en fait comment agir et nous donner directement les outils de Change ma vie. Alors, moi, mon ambition, elle est vraiment que finalement la montre connectée, elle puisse être à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je veux vraiment, ce n'est pas entretenir une dépendance entre les gens et moi, ou les gens et une app, ou les gens et le programme, ou les gens et leur montre connectée. Mon objectif, c'est vraiment que ces façons de réfléchir, ces façons de réagir et ces façons de se connecter à soi, elles puissent être aussi intégrées à nous que, l'image qui me vient, c'est quand j'ai envie d'aller aux toilettes, c'est mon corps qui me le dit, je le sais, je sais exactement quoi faire, j'y vais, je m'en occupe toute seule. Pareil quand j'ai faim, pareil quand j'ai soif. Alors, il peut y avoir des choses qui, des problèmes médicaux qui interfèrent, mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que
ou mieux qu'à l'intérieur de nous, doit se loger cette connaissance et cette connexion à comment je me sens, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je vais faire. Et donc, évidemment, on pourrait imaginer, j'aime bien ton idée de montre connectée, pour justement cette phase d'apprentissage, parce que c'est finalement à ça que sert le programme. C'est que, en fait, c'est une sorte de conduite accompagnée. Pendant aussi longtemps que les gens veulent être accompagnés, on est là. Mais l'idée, c'est à terme que les personnes puissent être simplement, seules et indépendantes dans leur véhicule et aller où elles veulent. Alors après, il peut arriver au cours d'une vie qu'on ait envie de reprendre des cours de conduite pour conduire mieux, pour conduire avec plus d'agilité, pour aller sur circuit, etc. Enfin, on peut filer la métaphore, mais l'idée, c'est vraiment, nous, notre objectif numéro 1, c'est transmettre des compétences pour que ces compétences-là, elles soient intégrées et qu'il n'y ait plus besoin de se dire « Ah ouais, alors attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» et qu'en fait, ce soit fluide. Alors, moi, j'aime beaucoup, à titre personnel, ces outils, je continue à m'en servir. Je pense qu'on continue à avoir besoin, par exemple, d'avoir un carnet, de se poser avec soi-même, etc. Je pense pas que la ligne d'arrivée, ce soit de ne plus du tout avoir besoin de se poser avec soi-même, parce que ça fait partie, à mon sens, d'une bonne hygiène de vie, de la même façon qu'on continue à aller aux toilettes et à se doucher. Mais l'objectif, c'est qu'on se sente équipé et que finalement, face à toute situation, on ne soit pas dans une forme d'impuissance ou de désarroi, mais qu'on se dise, OK, cette situation-là, je l'ai pas choisie, c'était pas ça que j'avais commandé sur le menu, et si j'avais pu choisir autre chose, j'aurais choisi autre chose, ça ne m'arrange pas et c'est difficile, mais je me fais confiance pour prendre les choses dans le bon ordre, je sais quoi faire, au moins le premier pas, je sais vers qui me tourner, je sais quelle aide demander, et je sais m'accompagner à travers ça. Et ça, à mon avis, à mon sens, cette articulation-là, ça change tout dans une trajectoire de vie. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Alors, par rapport à ton équipe, le fait que tu sois chef d'entreprise aujourd'hui, comment ça se passe? Parce que moi, ça fait 20 ans que j'ai une société de production. Parfois, sur des tournages, je suis obligée de gérer beaucoup d'humains. Et c'est vrai que tous les entrepreneurs parlent de cette difficulté première, en fait, l'humain. Est-ce que c'est simple d'être chef d'entreprise avec ses salariés, avec ses collaborateurs, quand on est dans cet univers du coaching et du bien-être et du développement personnel? Alors, je dirais pas que c'est simple. C'est pas mal de travail, hein. C'est vraiment un des axes sur lesquels j'ai beaucoup grandi et beaucoup évolué. En fait, l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui, j'ai commencé à la monter début 2020, juste avant le début du Covid. Donc là, on est ça fait 3 ans là, on est 12 maintenant. Et donc c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup et sur lequel j'ai moi-même beaucoup grandi et mûri. Je dirais que ce qui nous aide énormément, c'est justement qu'en fait le coaching, c'est pas seulement ce qu'on fait vers l'extérieur, c'est complètement intégré à notre façon de travailler, à notre façon d'organiser notre collaboration. Et c'est aussi, bien sûr, toutes les personnes qui sont dans l'équipe suivent le programme et sont encouragées, qu'elles soient coach ou pas, à utiliser ces outils au quotidien. On a un coaching d'équipe, on a du peer coaching, c'est-à-dire du coaching entre les collaboratrices. Donc en fait, vraiment, le coaching et notre méthodologie Vision, Clarté, Élan sont au cœur de notre façon de travailler ensemble. Et donc ce que ça signifie, c'est que les managers qui encadrent une équipe ont elles aussi conscience elles ont cette casquette manager-coach, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment l'idée que, et ça je l'évoque dans un épisode du podcast qui s'appelle le coaching question-réponse, c'est en fait l'idée du manager coach, c'est que c'est pas juste quelqu'un qui te dit toi tu vas faire ça et faut que tu le fasses pour telle date. C'est OK, tu vas faire ça pour telle date, mais si ça n'est pas fait ou si ça n'est pas fait comme je te l'ai demandé, au lieu de juste redire plus fort, ça va être OK, regardons ensemble, qu'est-ce qui te manque? Est-ce qu'il te manque la compétence? Est-ce qu'il te manque l'information? Est-ce qu'il te manque l'envie, peut-être? Et donc, en fait, c'est vraiment se dire, le manager coach, ou la manager coach pour ce qui nous concerne, est là pour accompagner le collaborateur ou la collaboratrice vers son succès dans son poste. Donc, c'est ça le contrat. Mais sans se couper du fait que cette personne, elle a des pensées, elle a des croyances sur elle-même, elle a des craintes, elle a des peurs, elle a des émotions, etc. Et donc, il y a un juste équilibre à trouver pour justement qui reste une cloison, c'est-à-dire que le manager coach n'est pas le coach de la personne, mais son manager coach. Donc en fait, il y a un contrat de base qui est encore un peu différent. Et ça, c'est quelque chose qu'on co-crée ensemble. Et
pour l'instant, je touche du bois, ça fonctionne bien. Il est probable, comme tous les systèmes, qu'il y ait des moments où on en atteigne des limites, où il y a des moments où ça ne fonctionne pas, et on verra à ce moment-là comment est-ce qu'on résout ces problèmes-là. Mais à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui manque dans beaucoup de relations professionnelles. C'est le fait de considérer que quand on arrive au bureau, on n'a plus aucune émotion, ou que les émotions finalement sont hors sujet. Alors qu'en fait, elles sont tellement au cœur de tout ce qu'on fait qu'il s'agit pas de pleurer tout ensemble et de se raconter nos vies, mais de prendre en compte que oui, quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose, si elle ressent de la peur, si elle n'a pas confiance, si elle a peur d'être jugée, etc., en fait, ça va entraver sa capacité à le faire. Donc, il faut en parler, parce que sinon, on perd son temps. Bien sûr, de toute manière, c'est la réussite de toutes les entreprises, c'est vraiment cette communication. Et c'est pas mal, parce que là, vous avancez justement ensemble et vous donnez accès à vos émotions sans que ce soit un problème, comme tu dis, qu'on laisse ça chez soi et que quand on arrive au bureau, on n'est plus du tout à ce point ouvert, en fait, à soi-même et du coup à l'autre, forcément. Et du coup, dans le couple, c'est pareil. Est-ce que, par exemple, toi, si c'est pas trop personnel, dans ton chemin, à partir du moment où tu es rentré vraiment dans le développement personnel, est-ce que ton compagnon, parce que quand on avance, c'est ça aussi, comment ça se passe dans les couples? Parce que quand il y en a un des deux qui prend ce chemin-là du développement personnel, est-ce que l'autre doit y être emmené, ou comment ça se passe pour être finalement rester sur la même route, ou en tout cas sur des routes parallèles en couple? Oui. Alors, je pense qu'il y a, comme d'habitude, pas de recette qui fonctionne pour tous les couples, parce que tous les couples sont bien sûr uniques. Moi, je pense fondamentalement qu'une démarche de développement personnel, comme son nom l'indique, c'est une démarche qui est personnelle, et que il me semble que l'objectif, c'est pas de faire du prosélytisme. En fait, les outils de coaching ou de développement personnel, dans l'acception qu'on a chez Change Ma Vie, en tout cas, c'est vraiment d'aider la personne à être bien avec elle-même, et par conséquent, bien avec les autres, c'est-à-dire la capacité à s'accepter elle-même et à s'aimer elle-même comme elle est, en chemin vers mieux, et à être dans la relation avec la personne en acceptant que la personne aussi, elle a des qualités, elle a des défauts, elle en est là où elle en est. Peut-être elle est en croissance, peut-être pas, mais finalement d'être dans une forme de connexion avec les autres dans leur imparfaite humanité, comme on est en connexion avec nous-mêmes dans notre imparfaite humanité. Donc ça, c'est d'une façon générale. Ce que ça révèle dans certains cas, c'est que finalement, quand on acquiert ces outils de connaissance avec soi-même, ce qui peut arriver, qui est regrettable, mais à mon sens, au bout du bout, c'est une bonne chose, c'est qu'on peut s'apercevoir qu'en réalité, on se pliait en tout petits morceaux pour que le couple continue à fonctionner, et qu'à partir du moment où on s'autorise à être plus nous-mêmes, à s'autoriser à briller, à parler, à être nous-mêmes, ça ne fonctionne plus. Et donc là, il faut voir, est-ce que l'autre personne est disposée à réinventer quelque chose avec nous, ou est-ce que de l'autre côté, il n'y a pas d'envie de changer et d'évoluer? Et à ce moment-là, il faut en tirer les conclusions qui s'imposent, avec le timing qu'on choisit, etc. Mais à mon sens, il vaut mieux s'en apercevoir le plus rapidement possible, parce que pourquoi rester dans une relation dans laquelle il faut se plier en quatre et se contorsionner pour que ça fonctionne? À mon sens, c'est pas ça que je veux, en tout cas pour les personnes pour qui que ce soit, et en tout cas pas pour moi. Ce qui arrive plus souvent, c'est quand même que la relation fleurit davantage quand justement la personne qui acquiert ces outils arrive à dépasser ces petites contrariétés, ces petites déceptions, ces petites tous ces petits cailloux qui entravent la fluidité de la relation au quotidien. Et Dieu sait que dans une relation de couple, il y a beaucoup de sources potentielles de frustration, de ressentiment, de rancœur, etc. Et que si on arrive à les dépasser et avoir du coup des discussions plus apaisées, qui sont moins dans le jugement ou l'accusation, ni dans la honte, mais dans une expression plus simple et plus claire de ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, ce qu'on aimerait, etc., on s'aperçoit que la discussion et la communication sont beaucoup plus fluides. Et le plus souvent, la personne qui est en face de nous, et si elle nous aime, en fait, elle a envie que ça fonctionne. Et en fait, si on la prend sans accusation et sans lui dire c'est toi le problème, alors ça peut prendre du temps, mais on peut commencer à prendre ensemble le chemin d'une évolution positive.
Surtout que finalement, même si des fois ça bloque un petit peu, c'est parce que l'autre a peur finalement de plus être à la hauteur, peur de l'abandon, comme l'autre est en train de changer. Mais ça qui est beau aussi quand on grandit ensemble. Enfin, tu as un couple de plus de 20 ans. Moi, je suis aussi avec mon compagnon depuis 20 ans. Et c'est vrai qu'il y a forcément eu des moments où on n'était pas sur le même rythme. Et c'est assez beau, je trouve, de s'assembler dans le bon tempo, quoi. Ouais, et donc, tout à fait. pour ton expérience personnelle? Alors, il se trouve que donc moi je suis plutôt dans le deuxième cas que je décris, c'est-à-dire que en fait ce que ces outils m'ont permis d'identifier, c'est de mieux voir en fait les fois où face à une situation factuelle donnée, mon cerveau m'emmenait sur la piste de d'une forme de réactivité, d'avoir peur d'être jugé, d'avoir peur de pas être respecté, d'avoir peur qu'on ne voit pas ce que j'apportais, qu'on oublie ce que j'avais fait, que voilà, de ne pas être vu, de ne pas être apprécié, au bout du bout, de ne pas être aimé, indépendamment de ce que je fais ou des cases que j'ai cochées. Et donc en fait ça, ça reste un apprentissage, mais le fait d'avoir conscience de ça, ça permet de remarquer quand en fait je pars dans les tours, alors qu'en réalité il y a pas de problème, et aussi de repérer des biais des biais de confirmation, des biais de négativité, etc. Et aussi d'avoir, de pouvoir lire des choses dans le comportement de mon mari ou dans ce qu'il me dit, d'avoir une meilleure compréhension et du coup de pouvoir avoir une communication qui est plus fluide et plus apaisée. Donc nous, ça nous a beaucoup apporté. Il se trouve que lui, par tempérament, c'est quelqu'un d'assez d'une humeur assez égale, qu'il a plutôt la tête sur les épaules, que c'est quelqu'un qui globalement voit les situations problématiques avec la tête froide, qui communique bien, et je pense que fondamentalement, enfin l'amour qui nous lie, depuis, ça va bientôt faire 26 ans qu'on est ensemble, on a vraiment cette chance que voilà, c'est le socle de base. Fondamentalement, on veut être ensemble, et donc nous, notre expérience, c'est tout à fait ce que tu décris, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on avait 17 ans. Évidemment qu'on a traversé l'un et l'autre de multiples réinventions, périodes de croissance, de doute, etc. La chance qu'on a eue, c'est de continuer à regarder dans la même direction et d'avoir tous les deux envie de continuer à regarder dans la même direction. Et donc, on a grandi ensemble, effectivement. Et c'est ce qui est beau, et ce qui est aussi, je trouve, comme tu dis, si c'était de toute manière une relation qui était amenée à s'arrêter, bon, voilà, ça s'arrête et tant pis. Mais c'est aussi pour ça que parfois dans ces milieux de vie où c'est un peu confus, j'aime beaucoup ton idée du tour de l'appartement, parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu il faut faire attention, en fait, tout est précieux, et je trouve que c'est vrai que quand tu commences, quand tu es dans ces périodes de doute, et je trouve que c'est aussi vraiment ton approche, il y a beaucoup c'est bienveillant, voilà, c'est bienveillant. C'est apaisé, et de voir vraiment ce qui est bon, ce qui est pas bon, de pas tout jeter, et de voir que parfois, et surtout dans les histoires de couple, c'est souvent ça peut être juste une période, c'est parce qu'il y a autre chose qui marche pas que ça crée des problématiques dans le couple, que ce sont des nœuds qu'on peut dénouer, tout simplement. Enfin, il y a plein de choses possibles, et c'est vrai que ce qui est bien dans ce que tu proposes aussi, c'est que c'est ce qui est très très différent de la thérapie, c'est que le coaching, c'est vraiment sur une courte durée aussi. On peut y revenir régulièrement, on peut progresser et revenir au coaching, mais c'est pas, comme tu dis, quelque chose dans la dépendance. Et c'est le mot que tu utilisais tout à l'heure, c'est exactement ça, quoi. C'est tout à fait ça. Et je pense que l'image des athlètes sur ce point-là est tout à fait éloquente. C'est-à-dire que, en fait, un athlète qui a un coach, en fait, on se dit pas l'athlète est dépendant de son coach. C'est-à-dire que l'athlète, voilà, un joueur de foot, il peut jouer au foot sans avoir un coach. Par contre, s'il veut jouer sans se blesser, s'il veut jouer à un niveau important, s'il veut voir ses failles, les erreurs qu'il fait, et du coup pousser aussi loin qu'il peut, ou qu'elle peut d'ailleurs, ses compétences et son jeu, le coach est précieux. Et tant que l'athlète a envie de continuer à repousser ses limites et à aller plus loin, le coach est utile. Et le jour où le joueur de foot se dit à partir de maintenant, j'ai envie juste de faire du foot juste pour le plaisir et sans nécessairement repousser mes propres limites, à ce moment-là, il peut arrêter la relation avec son coach. Et je voudrais juste revenir sur ce mot de bienveillance que tu as évoqué, que tu as utilisé à l'instant, parce que souvent, ces derniers temps en particulier, j'ai l'impression que quand il est utilisé, il y a des gens qui lèvent les yeux au ciel en disant alors c'est bon, la bienveillance, on aime à toutes les sauces, etc. Et donc je voulais simplement apporter l'éclairage qui est, en tout cas,
ce que moi je perçois comme étant la définition ou une définition de la bienveillance. Déjà, la bienveillance, en fait, c'est très simplement la définition, c'est vouloir des choses bien pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est juste, c'est la base. Et en fait, en coaching et à travers aussi le podcast Change ma vie, à mon sens, la bienveillance, elle s'incarne dans le fait de vouloir le bien pour quelqu'un d'autre, mais à la façon de ce quelqu'un d'autre. C'est-à-dire d'être investi dans le fait que l'autre personne, la personne qu'on a en face de soi, est ce qu'elle veut. Et donc, ça ne veut pas dire investi dans le fait qu'elle fasse ce que moi je pense qu'elle devrait faire, mais voilà, être vraiment, finalement, c'est cette capacité à se projeter dans la vie et dans les envies, dans les forces et les aspirations de la personne, et se dire, en fait, si j'étais cette personne voulant ça, sachant faire ça, voilà ce qu'il faudrait qu'elle actionne comme levier, voilà ce qui lui serait le plus utile, et vraiment dans une co-construction plutôt que voilà un truc, une recette toute faite. Et moi je trouve ça vraiment très très beau, en fait, cette relation qui se noue du coup entre l'équipe des coachs et les personnes qu'on accompagne, parce qu'il y a une vraie une vraie connexion, une vraie connivence qui à mon sens est précieuse. En tout cas, les membres du programme nous le disent. Alors, on va bientôt terminer, parce que c'est vrai que le temps passe très vite. Mais juste une petite question. Tu parlais tout à l'heure de mission. Est-ce que toi, tu te sens, en plus d'une mission, une certaine responsabilité ? Alors, c'est intéressant que tu me poses la question, parce qu'en fait, je crois que je ne me la pose pas en ces termes-là, parce qu'en fait, avant de me sentir responsable, je me sens investie. Et donc, en fait, tu sais, il y a un peu cette idée, tu sais, c'est comme quand je pense à mes enfants, par exemple, est-ce que je suis responsable d'aller les chercher à l'école, qu'ils aient assez à manger et qu'ils soient au chaud? Oui, mais au quotidien, en fait, c'est pas comme ça que je me le présente. C'est, en fait, je veux aller les chercher à l'école, je veux m'en occuper, je veux qu'ils soient bien, je veux qu'ils grandissent bien. Et donc, en fait, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport au podcast, par rapport à mes auditeurs et mes auditrices, par rapport aux membres de mon équipe et aux membres du programme. C'est finalement la responsabilité, ce serait une sorte de filet de sécurité si j'avais plus envie. Mais là, je suis tellement portée par mon implication, mon investissement et vraiment mon envie de pousser ce projet et cette mission aussi loin qu'on peut, que c'est pas exactement comme ça que ça se présente. Et tu parlais justement aussi d'éducation. Quels sont tes projets ? Est-ce que tu as envie d'intervenir plus tôt pour l'apprentissage, en fait, du bien-être auprès des plus jeunes ? Quelles sont tes envies aujourd'hui ? Alors, on a un projet avec Change ma vie qui est la création d'une fondation qui s'appellera la Fondation Change ma vie. Et en fait, la mission qu'on veut donner à cette fondation, c'est de rendre les outils du coaching accessibles à des personnes qui aujourd'hui, soit parce qu'ils n'ont pas connaissance de l'existence de ces outils, soit parce que financièrement, ça n'est pas accessible pour eux, de leur donner un accès à un accompagnement en coaching. Et donc, on pense par priorité à deux types de populations spécifiques. C'est d'une part les étudiants et les jeunes en recherche d'emploi, parce qu'à mon sens, dans ce tout début de vie, ce tout début de trajectoire de vie, il y a vraiment quelque chose d'important qui se joue dans la capacité à se projeter et à avoir de l'audace pour sa vie. Et bien sûr, je suis très touchée par l'expérience des étudiants qui doivent, qui n'ont pas les moyens dans leur famille pour leur payer des études tranquillement, etc., et qui donc sont en train de se former, mais en même temps doivent faire face aux réalités matérielles de leur vie. Et également, un petit peu dans le même ordre d'idée, les parents isolés. Donc les personnes qui élèvent seules des enfants, parce que élevant moi-même des enfants en couple, je sais que déjà c'est beaucoup de travail, c'est une charge conséquente, et que c'est parfois difficile de trouver de la place pour soi. Et donc je pense souvent au fait que les personnes qui font ça, mais en étant seules à porter cette responsabilité, ont vraiment particulièrement besoin. Souvent, ça vient aussi avec une certaine des difficultés matérielles, puisqu'il y a bien sûr un seul revenu. Et donc pour moi, c'est vraiment des personnes à qui je voudrais mettre en main nos outils.
Alors du coup, Clotilde, pour conclure, bon, j'aurais encore envie de passer beaucoup de temps avec toi, donc je vais relancer dans les podcasts juste après cet échange. Il y aura aussi peut-être d'ailleurs une petite liste d'épisodes qui concernent un peu notre thématique du midlife. Pour toi, ce midlife, pour conclure, est-ce que finalement c'est un âge aussi de transition, d'évolution bien sûr, mais de promesse aussi? Alors, je le crois profondément. Je pense que c'est un moment précieux dans une vie dans laquelle on a cette opportunité de se reconnecter à soi et de se découvrir ou de se redécouvrir à un autre moment de notre vie. En fait, je pense qu'on est sans arrêt en évolution, on change et qu'on a la possibilité à cette phase finalement de se refamiliariser ou de rechoisir son l'identité qu'on va porter sur le chapitre suivant. Et donc moi, ma recommandation, c'est vraiment d'accueillir cette phase avec ses hauts et ses bas, avec ses difficultés et ses plaisirs, comme étant vraiment comme une sorte de re-rencontre avec soi-même, qui va permettre de donner le ton pour la suite, pour la suite des années qui viennent. Très bien. Et du coup, comme on commence l'année avec toi finalement, et vraiment je te remercie, c'est un véritable cadeau. Alors, comment on peut bien commencer cette nouvelle année avec Change ma vie ? Alors justement, et je te remercie de me tendre la perche, on propose chaque année chez Change ma vie un guide pour choisir le mot de son année. En fait, c'est quelque chose que moi j'utilise depuis des années. C'est au lieu de me fixer des bonnes résolutions, je choisis un cap, une intention pour mon année. Et donc, on a développé un format qui permet justement de révéler quel est le mot qui est le plus adapté finalement pour nous porter et nous guider pendant l'année qui vient. Et là, cette année, en 2023, on propose un format tout à fait nouveau puisque cette fois-ci, on propose aux personnes que ça intéresse de nous rejoindre pour une session en direct pendant laquelle on va les guider pour choisir le mot de leur année et surtout décider comment l'incarner. Donc pour les personnes qui souhaitent s'inscrire, elles peuvent aller tout simplement sur changemavie.com/MVA, donc comme le mot de votre année, donc changemavie.com/MVA, et elles pourront s'inscrire à la session qui les arrange le mieux. D'accord, super. Je te remercie beaucoup, Clotilde. Merci pour ce moment et je te souhaite aussi une excellente année 2023. Et puis, je me permettrai de te suivre aussi et de venir voir un petit peu ce live et de chercher avec toi le mot de mon année. Alors, merci beaucoup, Clotilde. Carole. J'espère que cette conversation vous a plu et qu'elle vous a donné envie de découvrir les autres épisodes du podcast de Carole Mathieu-Castelli, donc que vous retrouverez sur toutes les plateformes d'écoute en cherchant Libellula, Libelula, Midlife, Midlife. On vous met tous les liens dans les ressources de cet épisode. À jeudi prochain. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.